Makana mabaya kubona mvanga mbukuseri tabangela kula matiba ya lafunga babenga bisiza n'ukolo kubona mkutu mtamba manga ndunge maganda mamwanga nemeri mvuga mayiga madya takolo zerikopeza bonoka masanga bivugo kwa basala tarima ngoretse zabipozi bikuende amuma ziyakona mambu upiere machingule kwenere ndunda kwagola kwa ngoma biyela lwalu basembuluka kubinduli na bisafu buli kuba yansombi kabamukeno mbala bubeleti matani mama kumbuna bamama ni baba kwetela batata ni baba digita amatela kuna luwolo bikakondi bila kulembo mvurumamba ngurienza kinzenza mbanza panga kinkambu mbanza mputi bubeleti bata mungo yofu mulemba kuna lukunga ndumani zazi tempoka nikutumala ni nyami fatana balani baba da musuka wilani diari yakasa. Bonjour, peuple congolais, nous sommes le 1er janvier 2021. Chers compatriotes, en ce jour de nouvel an, T-Congo vous souhaite bonne et heureuse année 2021. Comme vous l'aurez à constater, T-Congo a élargi sa devise. T comme travailleur, T comme technocrate, c'est le progrès, T comme tranquillité, c'est la paix, T comme transfert, c'est la répartition, T comme transition, c'est l'alternance, et enfin T comme transposition, c'est la fédération. Chers compatriotes, voici notre dernière vidéo sur le fédéralisme. Et donc dans cette vidéo, nous parlerons la décentralisation ou le fédéralisme. Les balises politiques avant le fédéralisme. Le patriotisme congolais pour un vrai État. Le temps pour le fédéralisme au Congo. La structure organisationnelle du fédéralisme au Congo. Ici, nous allons évoquer comme structure sociale et structure politique. Et dans la structure politique, il sera question des partis politiques et de l'altération des leaders politiques. Nous parlerons par la suite le fédéralisme pour l'équilibre social et politique. Et ici, il sera question de l'équilibre du partage du pouvoir et de l'équilibre géopolitique juridique. Nous parlerons par la suite le fédéralisme pour la démocratie et la sécurité. Ici, il sera question le fédéralisme pour la démocratie institutionnelle et le fédéralisme pour la sécurité et la paix. Nous parlerons aussi le fédéralisme pour le développement et ici, on va parler 3 points. Le patriotisme au travail, la rigueur et l'objectivité économique, le développement culturel. Nous parlerons le fédéralisme, structure géographique et humaine. Nous allons évoquer ici la géopolitique interne aux régions. Et pour finir avec le fédéralisme, on parlera du fédéralisme, une nécessité pour le Congo. Nécessité sur 2 points. Pour une vraie unification et nécessité pour le choix de la raison. Et enfin, pour terminer, nous parlerons le Congo pour une république fédérale. Voilà donc au peuple congolais ce qui va donc constituer le corps du développement de notre vidéo. Peuple congolais, après que nous ayons défini le fédéralisme et ses concepts, les principes, donné l'exemple du Canada comme pays fédéral et démontré que le fédéralisme fut déjà au Congo, nous voici avec le cas particulier du Congo. Alors pour le Congo, faut-il la décentralisation ou le fédéralisme? Peuple congolais, la décentralisation est le processus par lequel un centre abandonne une part de ses fonctions au profit d'une périphérie. Le mot a un sens concret quand il s'agit de décentraliser des activités et un sens abstrait quand il s'agit de décentraliser le pouvoir. Il se trouve qu'au Congo, il n'y a rien à décentraliser. On ne gère pas
de construction d'hôpitaux, d'entretien routier, de renouvellement de matériel, de modernisation d'écoles et de structures culturelles ou sportives chaque année dans toutes les régions. La décentralisation. Quand il y a de quoi décentraliser, reste une administration dont les moyens et parfois des ordres viennent de loin. Un groupe décide pour les autres. Elle n'élimine pas le problème de la majorité ethnique au niveau national et de l'apartheid qui s'ensuit. Elle n'empêche pas la centralisation de tout l'exécutif aux mains du même groupe ethnique. Elle ne peut pas déjouer un favoritisme du centre dans sa répartition budgétaire. Elle ne soulève aucun enthousiasme populaire particulier. La régionalisation obéit à un processus de décentralisation avec des entités plus vastes, en leur donnant des pouvoirs concrets tout en allégeant ceux du centre. La régionalisation peut se rapprocher du fédéralisme qui en évite juste le mot. La grande distinction que nous faisons entre le fédéralisme et la décentralisation tient du fait que pour le fédéralisme, il ne s'agit pas de ramener quelque chose du centre, mais de le créer complètement avec le seul engagement des populations concernées. Le fédéralisme dans notre pays serait irréalisable sans le patriotisme régional dont témoignent les Congolais de tous les côtés et le désir de responsabilité complète du groupe des États fédérés. D'ailleurs, la plupart des projets politiques congolais dits de forte décentralisation, de régionalisation ou de la municipalisation accélérée sont des réalités fédéralistes. Il se trouve que le mot et la notion de fédéralisme mal connue de nos compatriotes pousse à certaines méfiances. Maintenant, nous allons vous parler peuple congolais, les balises politiques avant le fédéralisme. Depuis plus de 4 décennies, la politique congolaise fait du récidivisme. Le régime de Brazzaville organise toujours un dialogue, si ce n'est que le dialogue national sans exclusif est réclamé par ceux qui ont été privés de l'exercice du pouvoir. Le bon sens semble s'être rangé dans ce camp-là, puisqu'après tout, le dialogue est préférable à la violence et à la fourberie se laissant croire que tout va bien après une victoire militaire et des perdants frustrés et aigris attendant leur match de retour. Mais après une série de dialogues nationaux qui n'arrangent que le pouvoir en place, ce qui semble d'ailleurs évident, comment espérer à un changement par cette voie? C'est ce que Albert Einstein appelle une folie. Parce que pour Albert Einstein, la folie, c'est le fait de s'attendre à des résultats différents sur un phénomène répétitif. Toutefois, le rejet de cette proposition de dialogue par le pouvoir de Sassou ne relève pas d'un égoïsme irrationnel, mais résulte d'une analyse de probabilités qui ne donne que des mauvaises réponses. Projetons-nous donc dans l'avenir pour prescrire au Congo un autre diagnostic, pour analyser les cas de figure les plus probables pour un dénouement de la crise politique congolaise. Ce diagnostic est nécessairement celui qui doit passer par la conférence internationale. Parce qu'avec la conférence internationale, les Congolais ont tout à gagner. Pourquoi? 1. Tous les exilés politiques sont amnistiés et rentreront libres au pays. Parce que ces exilés politiques reconnaissent qu'avec M. Denis Sassou Nguesso et son régime, beaucoup trouveront la mort à l'étranger, comme ça a été le cas de Joachim Yombi Opango et Pascal Lissouba. L'enjeu est donc de changer la nomenclature de la domination du clan Sassou. La résistance de tous les groupes ethniques n'aura d'égal que l'acharnement de tous pour se libérer de la politique de 5D de M. Denis Sassou Nguesso. L'histoire ayant forgé la méfiance au sein du peuple et de la classe politique,
Aucun beau discours ne convaincra une ethnie d'objectivité. Le spectacle promet toujours d'être sanglant. Un homme fort s'en dégagera, les autres iront en exil, appelant ici de nouveau à un autre dialogue national. 2. Les Congolais ne reconnaîtront plus M. Sassou comme président, ni ses institutions, et exigeront des élections démocratiques. M. Sassou Nguesso, qu'on appelle l'empereur, n'aura rien à gagner dans des élections majoritaires et démocratiques puisque le tribalisme pervertit la démocratie. Par conséquent, il ne pourra imposer son point de vue. 3. Les Congolais décideront de partager le pouvoir tous ensemble, comme l'avait démontré Aristote. Toutes les oligarchies finissent toujours en tyrannie parce que la guerre des oligarques est inévitable et la durée du vainqueur sera le gage de sa survie. 4. Les Congolais éviteront l'accession au pouvoir par des coups militaires. Sinon, le successeur du bourreau d'aujourd'hui n'aura pas d'autre choix que d'être lui-même le bourreau. Sa survie en dépend. Nous ne pouvons nous échapper des cercles vicieux qui, si nous changeons l'axe sur lequel s'articule la lutte pour le pouvoir, la justice et le respect. Voilà donc l'avantage que nous donne la conférence internationale. Alors, ces problématiques ne peuvent se régler que par la construction d'un autre modèle de l'État et de la démocratie adapté à notre histoire, à notre culture et aux logiques sociales de notre société plurielle, par opposition à la démocratie des sociétés homogénéisées et unifiées, incarnées par l'État Sassou. Avec la politique de 5D de M. Denis Sassou Nguesso et dans des fameuses obligations unitaristes, le Congo est devenu une société qui ne vit que dans la terreur, toujours dans l'attente d'une prochaine guerre, d'une guerre plus que probable. Le Congo unitaire, dont d'ailleurs le bénéfice et le caractère obligatoire n'ont jamais été démontrés, contrairement à son préjudice largement subi, ne mérite pas d'être vécu. Pour quel profit doit-on encaisser les massacres passés, présents ou futurs de nos frères, les bombardements des quartiers et villages, les pillages de nos maigres richesses durement constituées, les viols de nos sœurs et de nos mères, l'empoisonnement des eaux, la destruction des batailles, la ruine de notre mental et de nos valeurs sociales. Si la paix n'était que le seul avantage du fédéralisme et que les indépendances des entités fédérées étaient inéluctables selon une critique sans fondement, souvent opposée à ce système, n'est-il pas préférable de vivre pauvre mais en paix que d'endurer un Congo devenu un enfer sans intérêt? Heureusement, nous n'en sommes pas là, car le fédéralisme est bien là pour nous offrir plus encore que la paix, l'unité, la justice, qui lui sont une évidence. Nous allons maintenant vous parler, peuple congolais, le patriotisme congolais pour un vrai État. Le discours politique congolais se révèle démagogique et hypocrite. Les mots-clés de celui-ci, froidement empruntés au vocabulaire de l'ancien colon, patrie, nation, union, apparaissent vides de tout sens, puisqu'ils n'ont jamais été vécus d'aucune manière ni montrés en exemple nulle part. Les politiques se retrouvent à exalter une nation d'individus égaux aux attaches culturelles négligeables, alors que nul n'en voit la manifestation. Plus personne n'y croit, pas même ceux qui discourent à la tête de leur parti ethnique. Or, il s'avère que, sans l'attachement général à une certaine idée partagée de la communauté,
ce qui se nomme le patriotisme, l'émergence d'une conscience collective et d'un engagement vers le développement semble, et dans la paix est introuvable. La méfiance est au cœur de la société. La différence en est la norme. Le système politique actuel, ancré dans un unitarisme injustifié, dans une société plurielle qui exige des populations le nationalisme ou rien, on ne peut pas conclure que ce moteur, cette détermination essentielle du développement n'existe pas au milieu des Congolais, mais juste que ce patriotisme-là n'est pas à l'échelle nationale, mais il est plutôt à l'échelle régionale. Alors, il nous faut donc un nouveau pacte républicain, selon l'accord entre le peuple, avançant chacun au nom de sa communauté, au nom de sa région, pour déterminer un pouvoir national librement consenti et collectivement partagé, exprimant la volonté de vivre ensemble unis dans le respect de nos diversités. Il est temps de démentir le postulat qui prétend que l'enjeu démocratique et républicain réside dans la recherche illusoire d'un État-nation et réaliste au court et moyen terme dans l'État sud du Congo ou dans l'unité du Sud. Pour sa communauté ethno-régionale, les Congolais sont prêts à s'investir à plus de 50% parce qu'il s'agit d'une réalité palpable, proche d'une affinité de liens réels, des liens de sang, des liens culturels et des liens économiques, qui leur feront mettre du cœur à l'ouvrage, tandis que pour la cause nationale, sa tiédeur, voire sa réticence, devient légendaire. L'esprit ethno-régional qui anime les morts de se faire inhumer dans leur région d'origine n'est jamais à critiquer. Fulbert Youlou, André Milongo, Bernard Kolela, Émile Biayenda ont été enterrés dans le Poul parce qu'ils sont du Poul. Jacques Opango, Marien Ngouabi, Joachim Yombi Opango, ils ont été enterrés dans la cuvette parce qu'ils sont de la cuvette. Charles David Ganao a été enterré dans les plateaux parce qu'il était des plateaux. Kikungangot, Kimbwalankaya ont été enterrés dans le Grand Nyari. Et peut-être demain, Mungungangila et Pascal Elisouba seront enterrés dans le Grand Nyari parce qu'ils sont originaires de là-bas. Stéphane Tchichele, Jean-Pierre Tisser Chikaya, Alfred Raoul, ils ont été enterrés dans le Kouilou parce qu'ils sont du Kouilou. Alors, peuple congolais, être inhumé dans sa région, est-il un acte tribaliste? Non, nous ne pensons pas. Alors, sinon, pourquoi quand il est question et quand il est demandé aux Congolais de repartir dans leurs régions respectives pour aller travailler, développer leur région, c'est considéré comme un acte tribal? Au contraire, repartir dans sa région prouve l'attachement envers sa région. C'est une preuve de fierté. Le patriotisme régional est notre seule richesse spirituelle en tant que peuple. Pourtant, sans démonstration et d'ailleurs sans succès, les politiques nous invitent à l'abandonner au nom de l'État-nation chimérique qui n'a pour seule justification que le fait qu'il est modèle de notre colon, en nous poussant à nous y accrocher désespérément, même quand il s'avère chaotique, voire criminel pour notre société. Le bourbier unitaire étouffe inutilement des énergies qui auraient pu contribuer au développement. Toute cette volonté continue d'être sacrifiée au nom d'une nation fantôme qui n'a fait que tirer du bas l'honneur de notre peuple depuis plus de 50 ans. Le Congo aura finalement fait plus de mal que de bien à la majorité des ressortissants, si bien qu'il n'est point besoin d'être un docteur sorti de la Sorbonne, un savant pour constater que le pluralisme national et
nationale et culturelle et la spécificité des sociétés africaines en sont les causes. Pour ce faire, force est de créer un authentique modèle de l'État de droit démocratique dans l'hétérogénéité des peuples et des cultures est le facteur structurant le champ politique et constitutionnel qu'il faut tenir compte. Et pour ce faire, il faut aller le chercher dans le fédéralisme. Voilà donc, peuple congolais. Maintenant, nous allons vous parler le temps pour le fédéralisme maintenant au Congo. C'est maintenant le temps. Peuple congolais, il est temps de bâtir des stratégies déployables sur le terrain dans la lutte qui nous oppose à la dictature et en même temps dessiner le Congo que nous voulons bâtir pour demain. Nous avons vécu la douloureuse expérience après la conférence nationale souveraine. Ce grand moment de démocratie tant attendu par les Congolais, mais qui au final nous a produit des monstres sanguinaires qui ont mis le pays à feu et à sang par une forme d'impréparation. L'impréparation, le tribalisme politisé, l'immature démocratique ont empêché l'atterrissage en douceur prôné par le missionnaire Nkombo suite aux différentes cérémonies de paix. Rappelez-vous, lavement de mains, nettoyage des cimetières, plantation d'arbres et même le train de paix qui a été mis en place. Les Congolais ne doivent pas refuser de faire face à leur histoire bien que douloureuse. Sinon, nous sommes condamnés à la revivre. L'histoire, peuple congolais, il faut savoir, est comme un fleuve qui revient même plus tard sur son lit. Les fédéralistes s'organisent à toutes les étapes telles que nous l'avons expliqué dans la première vidéo sur le fédéralisme d'une part et telles que nous l'avons démontré dans l'histoire du Royaume Congo dans la deuxième vidéo d'autre part. Une analyse méticuleuse nous a permis de comprendre qu'une stratégie d'opposition à la dictature claire et définie par l'État Sassou nous avait été imposée par la puissance coloniale qui nous a livré un bilan très négatif sur tous les plans. Mais dans toute organisation, un bilan négatif induit une stratégie de changement, une stratégie de mutation, de conversion, de réforme, une stratégie de transformation pour ne pas répéter les mêmes erreurs. Le Congo est à la croisée des chemins. La conservation de l'État-nation, la scission du pays, ou l'ânerie de l'unité du Sud chantée à longueur de journée pour créer des conditions de vivre ensemble dans la diversité et la paix au sein d'un même pays ne sont que des absurdités. L'instauration du fédéralisme est le choix. Il est crucial pour l'avenir du pays. C'est dans cette optique que les fédéralistes, les Congolais avertis, exposent dans des ouvrages, dans des manifestes leurs projets détaillés pour sortir justement des discours stériles et passer à l'action. Il est arrivé un moment où l'État Sassou atteint une situation critique qui monarchise. La preuve, Sassou est aujourd'hui désigné par ses pairs empereurs par une verticalisation trop forte du pouvoir. Ce système creuse progressivement un fossé entre Sassou et le peuple et instaure une classe politique organisée, club dont le discours est complètement coupé des réalités du peuple. Gouverner et administrer au plus près des citoyens devrait être la règle dans une démocratie. Quand cela ne se fait pas, ou quand cela se fait très mal, eh bien le système vit dans un déficit de démocratie durement ressenti par la base. Sassou et ses élites deviennent inaudibles. Il s'établit alors un dialogue de sourds entre le sommet et la base. Frustrés, les Congolais finissent par réclamer leur dû parfois dans des citoyennetés pré-révolutionnaires, par des changements radicaux du système ou de la pratique des institutions. C'est donc dans ce contexte que l'on peut considérer que le fédéralisme
est la forme supérieure de l'expression démocratique par une horizontalisation du pouvoir plus poussée que dans l'État Sassou par l'autonomie constitutionnelle et fiscale accordée aux régions, par l'instauration du référendum initiative citoyenne, par un développement harmonieux dans tous les domaines, par la solidarité entre les régions, par la vraie valorisation des ressources humaines et physiques de nos régions, et enfin par une plus grande agilité économique et culturelle des régions. Tous les grands pays qui ont voulu dépasser toutes ces contradictions, et bien peuple congolais ont opté pour le fédéralisme. Le dernier arrivé, ce sont les Belges et l'Éthiopie en 1996. Nous allons maintenant vous parler des structures organisationnelles du fédéralisme au Congo. D'abord, en quoi il est question de structure sociale. Le Congo, comme les pays africains noirs, présente une société plurielle constituée d'ethnies elles-mêmes regroupées en régions. C'est ça qu'on appelle des États fédérés. Un système lignagé qui a édifié un solide noyau affectif et identitaire. Ce phénomène d'ethnicité a pris tout son essor au travers de l'urbanisation qui favorise le rapprochement géographique de plusieurs identités et provoque aussitôt une réaction de regroupement sur le rejet. La désignation ethnique devient alors une auto-affirmation, puis une auto-glorification, qui puise sa référence dans une langue, dans un territoire, dans un culte religieux, dans un principe de parenté, dans un principe technique, voire une tradition alimentaire. Elle rapproche les ressemblances et se ferme aux dissemblances. L'ethnie est le résultat d'une mobilisation sociale identitaire et d'une conjoncture politique particulière. C'est pourquoi, tout bien considéré, l'ethnogenèse des identités régionales congolaises est liée aux dominations coloniales, nationales et étatiques. L'identité régionale transcende le traditionnel et le moderne. Sa pérennité résulte justement d'une double adaptation aux contraintes du présent et aux interprétations conflictuelles, parce que socialement masquées du passé. On est ainsi passé de l'ethnie comme produit historique à l'ethnie comme mouvement social. La culture s'est métamorphosée en idéologie. La survie ethnique s'est substituée au patriotisme morné. Face donc à l'adversité, la région apparaît comme une micronationalité xénophobe, ce qui rend son intégration impossible dans un pays unitaire quand s'instaurent des rapports de caste entre régions gouvernantes et régions gouvernées. L'État unitaire requiert un patriotisme national et égalitaire que notre structure sociale profondément bâtie sur des antagonismes lignagés ne peut s'offrir. Les 60 années d'indépendance qui se sont caractérisées par une attitude politique officielle allant dans le sens d'ignorer les spécificités locales, n'ont d'ailleurs fait que les renforcer chaque année. L'idéal de l'État Sassou est encore plus loin, démontant l'optimisme de façade des discours politiques. Ne pouvons plus poursuivre dans une hypocrisie politique déphasée, léthargique, sinon suicidaire. Nous pouvons décréter la suppression brutale des particularismes régionaux au risque
d'ethnocide systématique ou préférentiel, il ne reste plus logiquement qu'à dénoncer l'inadéquation du système unitaire pour nos sociétés plurielles et à instaurer un fédéralisme respectueux des valeurs de chacun et de la revendication d'autogestion des compositions de notre pays en synchronisant équitablement au sommet les efforts de tous. Ainsi donc, le Congo deviendra un État fédéré et les régions ou les départements deviendront des États fédérés. C'est la carte que nous vous avons présentée ici. En quoi donc il sera question de structures politiques? Il y a deux formes de tribalisme au Congo. Il y a le macro-tribalisme et le micro-tribalisme. Le premier, c'est-à-dire le macro-tribalisme, divise le Congo en deux zones géographiques et oppose le nord au sud, lequel est argumenté aujourd'hui par les partisans du PCT, à ceux-là aussi qui chantent l'unité du Sud et à ceux-là qui rêvent l'État du Sud-Congo. Le macro-tribalisme est très radical. Le second, c'est-à-dire le micro-tribalisme, lui, il oppose au sein d'un même groupe ou des sous-groupes. L'exemple, les Mboshi contre les Kouyou, les Lari contre les Congo, les Bembe contre les Tsang. Le micro-tribalisme est conciliable face à l'adversité. Il vire plus ou moins facilement vers une fusion régionale de la défense identitaire. La tentative de croisement d'alliances politiques qui auraient pu confondre cette forme de rivalité de macro-tribalisme, le PCT de Sassou avec le MCDDI de Bernard Kolela contre l'UPADES de Lissouba et le RDD de Yomi, n'aurait duré que 4 ans, dans un climat de méfiance tendue qui a fini par s'exploser en juin 1997. Ainsi, le rêve d'unir le Congo dans une coupe unique ou dans une seule bouteille, dans la quête d'un État-nation mythique, s'est mué en cauchemar par des hallucinations. Sauf que certains Congolais, l'ayant encore dans leur gène, reviennent encore au galop. L'identification automatique du chef des institutions à son ethnie d'appartenance et le positionnement prévisible des différents groupes selon leur affinité à l'ethnie du chef des institutions nationales ne sont jamais démentis depuis Ngouabi en 1968 à Sassou 2020. Au final, le système unitaire a laissé se développer au pouvoir la rotation d'un système d'apartheid radical, avec la suprématie d'un groupe d'ethniques ou régional. Une configuration qui encourage le repli, favorise l'ambiance du complot permanent, avec son cortège de méfiance, d'exclusion, d'intolérance, de haine interethnique et d'épuration au programme. Depuis 1960, au Congo, une autre réalité sociale résultant de l'inégalité démocratique entre les ethnies a pu être dégagée. En effet, le Congo a connu 6 présidents, dont 3 sont issus du Sud et ont accédé au pouvoir par des élections, et 3 sont issus du Nord et ils ont accédé au pouvoir par des coups d'État militaires. Il apparaît que la faveur démographique du Sud face au Nord sous-peuplé donne au premier une foi au suffrage populaire, tandis que la frange septentrionale du pays ne peut compter que sur la maîtrise des leviers militaires pour accéder au pouvoir et s'y maintenir. Pour résumer, on dira que les sudistes
ont plus confiance en la démocratie élective. Pas parce qu'ils sont plus démocrates que les autres, mais parce que le vote majoritaire dans un État ethnique unitaire favorise leur groupe identitaire numériquement avantagé. Le rattachement politique et la foi partisane se faisant sur cette base-là, nos sociétés ethniques montrent les limites de la démocratie majoritaire et du suffrage universel direct dans un système unitaire. Celle-ci est pervertie et déroutée de son but. La majorité est assurée à un groupe identitaire fixé par la nature, tandis que les autres groupes est invité par le système au mieux à occuper les strapontins du pouvoir ou au pire à se ranger dans l'opposition définitive et infinie avec les frustrations que cela implique. Avec l'instauration du multipartisme et des conflits ethniques sanglants qui s'en sont suivis, eh bien la sécurité s'est ajoutée sur les motifs du repli identitaire. La hargne avec laquelle le pouvoir en place n'a pas hésité depuis 1968 à massacrer l'ethnie opposée au moindre conflit pour maintenir les distances dans cet apartheid, a provoqué au sein de la population non seulement un soutien indéfectible et inobjectif pour les leaders régionaux, mais aussi une totale apathie envers les compatriotes des autres opinions. Voilà, peuple congolais, la réalité des antagonismes du système État-nation aujourd'hui, l'État Sassou, que nous vivons. Des antagonismes mal compris par la répartition socio-démocratique. Parlons maintenant des partis politiques. Les partis politiques sont les conséquences des conflits sociaux dont ils ont surgi. Un parti ne vient pas créer des raisons de son existence. Celle-ci lui préexiste. Il existe un climat, un foyer ou une revendication sociale profondément ancrée qui constitue un fumier sur lequel génèrent les partis politiques. Que les partis politiques confirmés et persistants soient d'essence ethnique au Congo, ils ne pouvaient sociologiquement en être autrement car le conflit majeur au Congo est la représentation ethnique. Par contre, toute tentative d'ancrer nos partis selon les clivages occidentaux principalement appelés gauche-droite ou bien républicains-démocrates ont échoué. Simplement parce qu'il n'existe pas dans la société congolaise des conflits sous cet ordre-là. Les partis qui insistent sur cette voie sont qualifiés d'artificiels et restent généralement embryonnaires en se muant en groupe d'intérêts privés, accrochés au profit du pouvoir et sans assises populaires. Des partis régionalistes ont toutes leurs chances de prospérer parce que le Congo est naturellement et socio-culturellement une fédération ethnique dans laquelle la revendication d'une représentation de tous en gardant leur identité existe fortement, si elle n'est la principale revendication politique. Dans des vidéos précédentes, nous avons démontré avec objectivité qu'avec les résultats des élections municipales, législatives et présidentielles de 1992, les partis politiques majoritaires répondaient à cette prédisposition. En général, les partis récupèrent des conflits sociaux pour s'en servir comme arme contre leurs opposants ou pour justifier des revendications parfois même éloignées du conflit en cause, ce qui leur vaut des accusations d'opportunisme. D'où une certaine impopularité. Pourtant, les partis, par ce même rôle d'agents des conflits et de médiateurs, contribuent également à l'intégration des conflits. Ce qui fait défaut au Congo et qui est à l'origine du fiasco de nos partis politiques dans leur mission sociale, c'est qu'ils répugnent à avouer que les véritables intérêts qu'ils représentent
et qui sont là, et qui sont la quintessence même de leur formation, sont profondément ethnico-régionaux. Finalement, la politique au Congo s'articule sur deux axes superposés. L'un à la lumière, qu'on peut appeler le prétexte avoué, l'autre dans l'ombre, qu'on peut appeler la réalité du conflit ethnique. Alors, pour espérer l'émergence des partis d'idées ou des partis constructifs dont l'adhésion populaire sera objectif, il faudra déplacer le champ d'action politique de Brazzaville vers l'intérieur des régions dans un groupe homogène. Ainsi, au niveau national symbolique, les partis défendront des intérêts directs de la région, tandis qu'au niveau régional où s'articule l'essentiel de la politique du terrain, ils resteront objectifs. Le risque du conflit de sang s'écarte par le fait que l'action de chaque parti régional ne croise pas celle d'un autre parce qu'ils ne se combattront plus pour exercer le même pouvoir au même endroit. Et il n'existe plus de pouvoir de supériorité des uns sur les autres. Fini des propos du genre « nous sommes allés dans le pool, le ciel n'est pas tombé » ou « les Bakongo Babomi Mariens » ou « nous avons attendu trop longtemps, maintenant c'est notre tour ». Voilà, peuple congolais, en ce qui concerne les partis politiques. Maintenant, parlons de l'altération des leaders politiques. La corruption du personnel politique congolais est un facteur favorisé par la corruption ou l'inadéquation du système lui-même. Dans une société où l'arbitrage de masse est conditionné par la subjectivité ethnique, les hommes de pouvoir peuvent tout se permettre, assurés de la complaisance du groupe qu'ils représentent. Corruption, abus de pouvoir, vie dissolue, paresse, fausses promesses, incompétence, népotisme, crimes financiers ou de sang, absence d'un programme politique concret, donner les entreprises nationales aux enfants ou aux petits-enfants. Tout ceci leur est pardonné tant que le leader défend l'honneur de la représentation du groupe ethnique. Quant à l'élite régionale, cadres, chefs coutumiers, grandes personnalités, elles espèrent profiter au passage de la corruption du leader, selon la philosophie que l'enregistrement des membres du clan assure une force qui garantit l'indépendance du groupe et le met à l'abri de la subordination par les autres ethnies. L'intérêt de l'ethnie ou de la région justifie tous les arrangements avec la morale. Sous d'autres cieux, le bénéfice et la justification de tels écarts auraient été attribués au sacrifice que requièrent la nation et la patrie. Laisser s'enfoncer le pays dans l'inertie, s'en prendre aux caisses de la République ou à la vie des autres Congolais et dénué de toutes émotions et de la part des politiques et des populations qui les soutiennent respectivement au rattachement ethnique. La thèse laxiste qui invite à attendre quelques décennies ou quelques siècles de plus pour que disparaissent les velléités ethnocentriques sous l'effet magique du temps se contredit par la courbe sans cesse croissante de la montée du particularisme. Le Congo actuel est devenu la fratrie utérine sans que personne n'ose l'avouer au grand jour et sans que nul n'en soit plus dupe. La nation est une illusion à laquelle personne ne croit plus. Ayant poussé le bouchon très loin, même si le pardon est accordé, nul ne pourra plus ôter la méfiance forgée pour le souvenir des douloureux affronts passés.
le génocide. Cette méfiance causera la perte, quels que soient des talents et la volonté. Notre société congolaise, moderne, devrait plutôt confier sa destinée à une loi bien en phase avec elle-même et munie de tous les garde-fous, garantissant son applicabilité pour arriver à la destinée d'unité, de travail et de progrès. Il ne reste qu'à chaque région ou département de s'organiser dans la confiance, la paix, le dévouement à la tâche, la conscience du bien collectif, le respect de la solidarité fraternelle dans le système qu'on appelle le fédéralisme. N'ayons pas peur de l'adopter. Le chemin est inévitable. Les maux infligés au Congo ont causé trop de conséquences qu'ils ne peuvent continuer à être entretenus. Peuple congolais, nous allons maintenant vous parler du fédéralisme pour l'équilibre social et politique. Sous une réorganisation fédéraliste, le Congo incarnera pour la première fois en Afrique noire, post-coloniale, un État compatible par sa nature démocratique, son droit, son histoire, sa culture, avec les logiques sociales des sociétés plurinationales qui lui donnent corps et signification. N'avons-nous pas entendu que c'est du Congo que repartira la paix, la justice et le développement de l'Afrique centrale? Pourquoi pas de l'Afrique tout entière? Alors en quoi il est donc question de l'équilibre de partage du pouvoir? Eh bien, peuple congolais, le fédéralisme est le meilleur dévouement de la crise congolaise. Je dis bien, le fédéralisme est le meilleur dénouement de la crise congolaise. Si toute la classe politique, qui n'a plus le choix, accepte le principe fédéral de l'État et qu'il est entériné par le peuple majoritaire en référendum, il faut que le pouvoir régional arrête les excès du pouvoir central et que le pouvoir central contrôle la marche de chacun dans sa région, avec chacun ayant chez lui les mêmes compétences totales sans être subordonné à qui que ce soit. Pas même le président de la fédération. Celui-ci étant en charge des tâches régaliennes spécifiques telles que la défense, la sécurité nationale, les affaires étrangères, la promotion du pays, responsabilité dont il a seul la compétence. Il n'y aura aucun conflit d'autorité possible entre l'État fédéral et les régions fédérées, les tâches étant clairement séparées, définies et reparties, et les aires de pouvoir impénétrables entre les États fédérés, on définitive, on détient, on devient maître chez soi. Comme les autres deviendront maîtres chez eux. Et l'intérêt du collectif, la nation doit primer sur celui des particuliers. En quoi donc il sera question de l'équilibre géopolitique et juridique? Peuple congolais, fédéraliser le Congo est la chance de repartir à l'origine de notre société, afin d'établir un pacte juste et désirer la cohabitation pacifique et équilibrée et d'établir les règles d'entraide entre toutes les entités congolaises. La même configuration d'équilibre se retrouve dans les institutions juridiques régionales, puisque chaque région représente un nombre égal de juges à la Cour suprême ou toute autre institution fédérale. Par contre, aucun contrôle ethnique n'est nécessaire pour s'affirmer membre, citoyen d'une région. Si au moment de la création du fédéralisme, il est admis
qu'être membre d'une région donnée, tout Congolais faisant de libre choix de celle-là. Qu'il y ait des attaches ou pas, le droit de circulation et d'établissement des personnes physiques et morales comme des biens étant libres sur toute l'étendue du territoire congolais. Le fédéralisme redonnera foi en la justice congolaise. Ceci constituant un réel progrès vers la confiance, de là vers la nation une et individuelle rêvée par les Congolais depuis 1959. Le fédéralisme, c'est aussi renforcer la solidarité parentale née de la conscience familiale reposant sur le lien de sang. Par le lien de sang, il s'agit d'une reconnaissance par les membres d'une région fédérée d'un ancêtre commun plus ou moins lointain. Maintenant, parlons du fédéralisme pour la démocratie et la sécurité. D'abord, en quoi il est question du fédéralisme pour la démocratie institutionnelle? La démocratie est garantie par le fédéralisme. La configuration que nous connaissons aujourd'hui ne peut fonctionner et n'a tenu jusque-là que parce que le régime se comporte en monarchie archaïque. Un pouvoir personnel et personnifié en qui les alliés accordent une confiance aveugle, qui dispose de l'administration des finances, de la justice et de l'armée par un rapport direct et personnel, prenant les fonctionnaires et l'armée pour ses serviteurs, donc impliquant une confiance personnelle entre eux et l'empereur. Le fédéralisme donne à tous les groupes du pays une légitimité légale, ce qui rend les pouvoirs réellement indépendants les uns des autres, et non découlant hiérarchiquement, chacun étant issu des souverainetés différentes et parallèles à la fois. Tocqueville affirmait, et avec raison, que le fédéralisme, c'est apporter la démocratie devant la porte de chaque citoyen. En tant qu'électeur, le citoyen choisit le projet qui lui conviendra pour son environnement immédiat. Le citoyen agira à la fin du mandat directement sur la personne responsable de ses attentes sans que celui-ci ne s'arrange derrière un chef qui impose depuis la capitale, absent d'ailleurs de la proximité du peuple. Le citoyen agira seul devant sa conscience pour élire la personne responsable qui pourra défendre ses intérêts, sans que celui-ci ne leur soit imposé comme l'a été le député Aimé Emmanuel Yoka à Vinza. Le responsable sanctionné n'a pas à espérer une nomination de complaisance dans un autre État fédéré pour continuer à toucher un émolument sans rien faire, sous prétexte parce qu'ils sont au pouvoir. Le fédéralisme, c'est donner plus de place, de partition à plus de gens, permettre plus d'efficacité dans la lutte contre les fléaux, ouvrir un large panel à la proposition de projet, l'exécution, le suivi et le contrôle direct aux résultats par la multiplication des parlements, des conseils économiques et autres antennes sociales. L'ethnicité qui primait dans le régime unitaire pour cause d'adversité perdra sa raison d'être, laissant place à la politique rationnelle et critique à l'intérieur des États fédérés. Finalement, le cancer du tribalisme politisé causé par l'État-nation avec son virus de PCT dont a souffert le Congo depuis 60 ans finira par trouver sa chimiothérapie dans le fédéralisme. En quoi maintenant il est question du fédéralisme pour la sécurité et la paix? Peuple congolais, le fédéralisme est le meilleur rempart à l'insécurité qui est devenu le souci majeur de tous les groupes ethniques des États fédéraux. Aujourd'hui,
les milices victorieuses au service d'un homme ou d'un clan tiennent lieu d'armée nationale et paradent partout sémant la mort et la désolation. Les ninjas, les Nchilulu, les Cobras, les Kokoy, les Mamba, les Zoulous, les Aubervillois, les Ricains, les bébés noirs, les Américains, les Arabes, etc. En fédéralisme, les États fédéraux au Congo assureront leur propre force de police. La présence de la police et de la gendarmerie sera soumise à des règles strictes et égales à toutes les régions. L'armée sera soumise à un statut particulier. L'intégration dans la police des régions permettra de transformer les milices armées secrètes au but inavouable en force de l'ordre et de protection de l'intégrité de la région. Aucun déplacement, aucune construction, aucune occupation ne pourra être apportée par les forces armées sans le consentement de l'État central et des gouvernements régionaux concernés. La confusion habituelle de pouvoir entre l'armée et la police sera rendue impossible parce que les régions nécessairement jalouses de leurs prérogatives tiendront à ce que les institutions de l'État central ne puissent empiétiner sur leur domaine. Toutes ces volontés sont contraintes d'objectivité car, n'ayant aucune implication dans la marche de la région en cause, le fédéral possède en plus des moyens de coercition sans qu'on ne lui prête d'intention d'hégémonique. Parlons maintenant du fédéralisme pour le développement. En quoi il est question du patriotisme au travail? Notre société congolaise a une mémoire capitaliste qui ne demande que de l'intelligence au pouvoir et le contrôle du risque pour être réveillée. Dans ce sens, la mutation de l'économie de subsistance à l'économie d'accumulation doit concilier l'efficacité économique et la cohésion sociale. La mobilité du capital et la mobilité du travail. La vertu de la régulation et la vertu de la liberté d'initiative, afin que les régions et les citoyens redeviennent des acteurs de leur propre histoire. Fédéraliser le Congo, c'est confier le développement et la vie de tous les jours à ceux que cela concerne directement, pour eux-mêmes et pour leur propre famille. Fédéraliser le Congo, c'est écarter les réticences actuelles de s'investir sur ordre confus de lointaines institutions caricaturales imposées et sans âme. Des institutions inacceptables souvent par simple orgueil identitaire. C'est réconcilier le citoyen avec sa partie de cœur, qui est la région. Une partie pour laquelle on ne lui a jamais donné la chance de travailler, de s'exprimer et de prouver ses talents. Chacun participant de son plein gré pour ce en quoi il croit, pour ceux qu'il aime, sur ceux qui l'attachent sans se sentir dominé ou asservi par d'autres, sans craindre les intentions mesquines de quelques fonctionnaires envoyés du pouvoir central, qui n'a aucun amour ni détermination pour la communauté, sinon le profit pour s'en mettre plein les poches. Si, face à l'adversité des autres régions ne s'interdit l'objectivité, eh bien le fédéralisme permettra d'exposer des faux intellectuels, des faux politiciens et entrepreneurs au nom de la défense inconditionnelle de la région face aux autres. L'argument tribaliste perdra son sens. Il instaurera une culture d'action,
une culture des résultats, en redonnant aux citoyens la liberté de juger rationnellement l'action politique, sociale et économique de chaque secteur. En quoi donc il est question de la rigueur et de l'objectivité économique? Le fédéralisme, c'est stimuler la concurrence à l'intérieur du pays, permettre aux Congolais de travailler et de s'installer dans la région de leur choix, avec le groupe qu'ils jugent le plus compétent et le plus rassurant, sans craindre que ces efforts restent anéantis. Faire preuve de conscience que celle-ci repose sur des bases, des assises économiques, dans le domaine foncier et le contour ne sont connus que par des membres de la région. Voilà pourquoi les ressortissants de la Sangha doivent développer le tourisme, le site de parc Nwabale Ndoki et le cacao, l'huile de palme, etc. Les ressortissants de la Likwala doivent développer l'industrie de bois, le potentiel halieutique, etc. Les ressortissants de la cuvette centrale doivent développer la pêche, la chasse, la production du cacao, etc. Les ressortissants de la cuvette de l'Ouest doivent développer l'élevage, le bovin et le porcin, etc. Les ressortissants des plateaux doivent développer la production des pommes de terre, des ignames, etc. Les ressortissants du Poul doivent développer la production de maïs, de manioc, élevage de bovins, le tourisme. Les ressortissants de la Bouenza doivent développer la production des arachides, des plantains, etc. Les ressortissants du Niari doivent développer la production de foufou, de manioc, des plantains. Les ressortissants de la Likoumou doivent développer la chasse, la production des arachides, etc. Les ressortissants du Kouilou doivent développer la pêche, le tourisme. Peuple congolais, considérant que la plus grande richesse c'est l'homme, on peut donc affirmer qu'il n'y a pas dans notre pays des régions trop pauvres pour s'administrer, puisque l'homme est présent. Dans notre système actuel, à l'exception de la cuvette centrale, aucune région ne reçoit de dotation conséquente du budget national. Même Brazzaville et Pointe-Noire, respectivement capitales politiques et économiques, n'en reçoivent rien du tout pour leur aménagement. Le fédéralisme permettra donc à chaque région de percevoir annuellement des crédits fédéraux proportionnellement au nombre d'habitants, d'activités économiques, une fois que l'État central aurait extrait un minimum pour ses missions régaliennes. Eh bien, le fédéralisme ethnocentré, sans une politique fiscale équitable, implantée au cœur de la Constitution fédérale et sans préalable démocratique, ne peut pas garantir non plus des droits auxquels aspire le peuple. Le fédéralisme fiscal est donc le pilier de la fédération et le garant de l'équité entre les États membres, avec un État fédéral qui assure l'égalité des citoyens devant la loi et la nation indépendamment de l'État dont ils sont membres. Face à l'hétérogénéité des revenus fiscaux, les États fédérés confrontés à la question de la redistribution, qui s'exprime souvent en termes de conflit, doivent mettre en œuvre des valeurs d'équité entre des États membres pour éviter justement ces conflits, et ceci par le principe qu'on appelle la péréquation. Si une partie des impôts est affectée directement aux États fédérés, le reste est redistribué entre les différents États fédérés selon le système qu'on appelle la péréquation. Le fédéralisme implique également l'impératif de sortir d'une vision économique qui ne vole pas plus haut que la chasse, pas plus haut que la pêche, pas plus haut que la cueillette, pas plus haut que l'agriculture. En effet, le pétrole,
le bois et les mines, nos principales sources économiques, ne sont que des formes modernes de ce ramassage aubaine de la nature. C'est la nature qui nous les offre. Une économie valable et moderne nécessite une créativité et une adaptation auxquelles nous ne pourrons échapper. Et les Congolais possèdent de la créativité et l'innovation pour le nouveau Congo. Un potentiel humain riche est disponible. C'est une fois lancé que nous verrons le potentiel des Congolais. C'est dans l'eau qu'on apprend à nager. En quoi, peuple congolais, il est donc question du développement culturel? On entend par ethnie un groupe de personnes qui possèdent ou qui partagent dans une large mesure une culture commune ou des coutumes similaires, une intelligibilité mutuelle de langue, la croyance en une identité partagée ou proche, une configuration psychologique commune et qui habitent un territoire identifiable. Fédéraliser le Congo, c'est sortir la culture de sa clandestinité, permettre à chaque groupe de promouvoir librement son être dans son espace selon sa conception, exprimer par des rituels la vie de l'âme des ancêtres. C'est valoriser des liens culturels des membres de la communauté, de la région qui se reconnaissent par la pratique d'une langue, d'une danse ou d'un mimisme. C'est libéraliser la pratique, l'enseignement oral traditionnel, l'officialisation de nos langues locales et des mythes qui constituent les histoires États fédérés propres qui font leur identité. Maintenant, nous allons vous parler du fédéralisme, structure géographique et humaine. Mais en quoi il est question de la géopolitique interne aux régions? La question de créer le fédéralisme pour chaque ethnie ne se pose pas. Car chaque région, fonctionnant elle-même comme une fédération pleine, les sous-groupes intérieurs sont représentés par des subdivisions administratives, des départements, des districts, des villages, et politiques cohérentes jouissant à leur tour d'une démocratie locale. Chaque région doit avoir la liberté de s'organiser pour donner un rôle aux élus départementaux, selon les spécificités locales et sous le contrôle neutre des autres régions représentées au centre de l'État central. La fédération congolaise sera une fédération d'individus, réunis en fédération familiale, elles-mêmes regroupées en fédération ethnique, pour faire de la région, puis l'ensemble des régions, ce qu'on va appeler la grande fédération. La réinvention de la démocratie de proximité ne remet pas en cause ni les frontières internes des États fédérés, demeurant le lieu de brassage de peuples, le brassage de mariage, ni les frontières externes de l'État. Ainsi, nous pourrons donc déclarer « Vive le Congo fédéral uni ». Maintenant, le fédéralisme, une nécessité pour le Congo. Oui. D'abord, une nécessité pour une vraie unification. Ce projet aura sa crédibilité et incarnera le renouveau dans la paix si le groupe politique qui défend est lui-même composé de fédéralismes convaincus et ressortissants de toutes les régions du pays. Chaque région représentera la fédération dans sa région, dans cette union respectueuse et égalitaire. La Convention fédérale offre la chance, pour la première fois dans l'histoire tumultueuse de notre pays. N'importe qui peut adhérer à un mouvement, sans forcément avoir l'impression de ne pas être dans le parti de son clan naturel ou l'inverse. Chaque membre
peut adhérer à la fédération de sa région de choix au sein dans la Convention. C'est aussi l'occasion d'un renouvellement large et profond de la classe politique congolaise. Cette convention reste à être définie et soumise à un référendum pour que toutes les filles et tous les fils de la République du Congo se reconnaissent dans la République fédérale du Congo. Car fédérer, c'est unir et unir, c'est l'indivisibilité. Ensuite, une nécessité. Pourquoi? Est-ce que c'est pour le choix de la raison? Eh bien, peuple congolais, le pouvoir politique actuel en place à Brazzaville, comme l'opposition locale et externe, sont face à un mur. Et nulle autre proposition que le fédéralisme ne pourra offrir la paix civile aux Congolais et la cohabitation politique sans se marcher dessus. Chacun sera désormais libéré de la plus grande crainte, tombé dans l'esclavage d'une autre région. Une fois la forme de la constitution fédérale approuvée, ainsi que les constitutions des régions reconnues comme conformes à la constitution fédérale, plus rien ne pourra opposer les Congolais afin qu'ils exercent librement des activités politiques, se présenter à des élections transparentes. Plus rien, non plus, ne fera peur au pouvoir pour organiser les élections dans l'immédiat, comme il en est présentement pour les élections présidentielles de 2021, car il n'y a plus de chance de les perdre au risque de se voir gouverner par des ennemis. Peuple congolais, si Albert Einstein avait dit, je cite, « Quand on s'est débarrassé de l'impossible, il ne reste qu'une chose, c'est la vérité. » Fin de citation. Alors, peuple congolais, nous vous disons ceci. Après qu'on s'est débarrassé de tous les systèmes et de régimes politiques autoritaires et tribaux au Congo, il ne reste qu'une seule voie, qu'une seule chose de vérité. C'est le fédéralisme. Enfin, nous allons vous parler maintenant du Congo pour une république fédérale. Ce projet de paix civile et de mise en place de meilleures conditions de travail pour tous est une révolution intellectuelle en rupture avec le culte au pacte de l'État social, dont la crise et les mutations ont révélé l'incompatibilité avec les logiques de nos sociétés plurielles. En outre, la formalisation juridique de ce nouvel ordre politique fera des constitutions démographiques l'œuvre des populations elles-mêmes, mise au service de la liberté et de la productivité, et non à celui d'un homme ou d'un groupe comme moyen de domination politique. Les Congolais ont tout intérêt à soutenir le fédéralisme, qui fait du relativisme historique et social une contribution à la civilisation de l'univers. La solution proposée mérite d'être étoffée par des réflexions nationales. C'est aussi l'exercice de la démocratie. Quant à la viabilité économique de toutes les régions dans un espace aussi restreint que la République du Congo, cela n'enlève rien à la pertinence de leurs arguments. Nous comptons sur le savoir et l'intelligence des Congolais. Nous devons aussi avoir à l'esprit que le fédéralisme a une très longue histoire, plus de 100 ans. Le Mali, le Nigeria,
la Tanzanie, le Cameroun, l'Afrique du Sud et l'Éthiopie ont bien passé par le système des fédérations. De cette liste ont survécu des fédérations du Nigeria, d'Éthiopie, de la Tanzanie et de l'Afrique du Sud. Toutes ces expériences ont nourri notre réflexion dans la construction du projet du fédéralisme pour notre pays, le Congo. Avec les réflexions menées par nos frères David Londi, Pierre Budzumunganga, Mwangu Michel, dans leur livre blanc qu'ils ont intitulé le manifeste pour le fédéralisme au Congo-Brazzaville, nous nous sommes inspirés pour vous parler du fédéralisme adapté au Congo. Nous avons tiré de leçons de ces échecs et réussites pour bâtir le meilleur projet possible pour notre pays, avec pour leitmotiv privilégier une gouvernance collégiale à l'importance d'un individu, éviter la domination d'une minorité sur la majorité. Vive le Congo fédéral, vive la paix et vive l'unité. Pour terminer, peuple congolais, le but qui nous a poussé de faire des vidéos n'était pas de venir vous parler de ce que sera le Congo après le départ de M. Sassou Nguesso. Non. Mais c'était plutôt pour vous faire connaître l'histoire de notre pays. L'histoire pour laquelle vous vous battez. De vous faire connaître M. Denis Sassou qui est notre cible. De vous parler de la politique de M. Denis Sassou Nguesso, comment il a fait pour qu'il reste encore au pouvoir plus de 40 ans. Et enfin, d'analyser quels étaient les moyens efficients proposés par les Congolais dans la résistance engagée contre M. Denis Sassou Nguesso. C'était ça les motivations, la motivation première pour nous de faire des vidéos. Ce n'était pas pour venir vous parler après M. Denis Sassou Nguesso. Mais après que nous ayons démontré que tous les moyens proposés par les Congolais, à savoir des coups d'État, la manifestation de la rue qu'on appelle encore l'insurrection, des grèves, le dialogue national inclusif, la participation aux élections présidentielles de 2021 pour éviter la chaise vide, la conférence nationale BIS, eh bien, nous avons étudié et nous avons compris que aucun de ces moyens n'était efficient ni efficace. Le seul que nous avons pu déceler, c'est la conférence internationale. La conférence internationale est le seul moyen qui peut faire sortir le pays dans l'abîme dans lequel il se trouve. Simplement parce que le dossier de la conférence internationale se trouve sur les bureaux des Nations Unies. Ça se trouve sur les bureaux de l'Union européenne. Ce dossier se trouve à l'Union africaine. Ça se trouve aussi à la présidence française. Mais ça se trouve aussi sur le bureau de M. Denis Sassou Nguesso. C'est donc aux Congolais de saisir cette opportunité, de se mobiliser pour la conférence internationale, qui est sous l'égide de la communauté internationale, précédée de la tenue de la table ronde. C'est aux Congolais maintenant, ça leur revient de droit, si vraiment les Congolais veulent sauver leur pays. Parce qu'il y a déjà une avancée qui a été faite. Ils doivent saisir l'opportunité. Peuple congolais. Ainsi, après avoir accompli donc cette mission, celle de déceler quel est le moyen qu'il faut pour faire sortir M. Sassou Nguesso, pour faire partir M. Denis Sassou Nguesso, d'une part, et sur de nombreuses demandes des Congolais qui voulaient savoir, mais quelle était la vision de T-Congo du pays après le départ de M. Denis Sassou Nguesso.
eh bien nous avons jugé nécessaire, tant bien même que ce n'était pas l'objectif de nos vidéos, eh bien de vous parler de la vision du Congo après le départ de M. Denis Sassou Nguesso. Et notre vision se focalise sur le fédéralisme au Congo. Donc, voilà pourquoi nous vous avons donc fait ces 3 vidéos vous parlant du fédéralisme. Maintenant, pour terminer, je reviens encore sur la conférence internationale. Le peuple congolais, c'est le seul moyen. Parce que, à 2 mois des échéances, à 2 mois des élections de 2021, peuple congolais, pour un pays qui se respecte, qui est sérieux, on ne peut pas faire des élections. Or, ne pas faire des élections, ça veut dire qu'il y aura vacance de pouvoir. Or, donner encore une prolongation de 2 ans à M. Denis Sassou Nguesso, la Constitution ne lui le permet pas. Donc vous comprenez qu'on rentre dans un système de cafouillage. Voilà pourquoi, pour avoir une certaine crédibilité sur le plan international, nous devons tenir la conférence internationale. M. Sassou Nguesso s'est tiré la balle au pied, surtout après l'échec de Madingu. Voilà donc au peuple congolais ce que nous tenons à vous dire. Nous ne voyons pas la personne qui a initié cette conférence internationale. Nous voyons le travail qui a été fait. Celui qui a initié la conférence internationale, c'est celui-là qui donne des sueurs froides à M. Denis Sassou Nguesso, celui qu'on appelle M. Modeste Boukadia. D'ailleurs, comme nous l'avons promis, la semaine prochaine, nous vous parlerons de M. Modeste Boukadia. Merci et à bientôt. Mais peuple congolais, nous allons faire un coup de gueule. Nous venons de parler du Congo, qui deviendra un État fédéral. Donc, les régions deviendront des États fédérés. Sur la carte que nous vous avons montrée, nous avons mis des régions, ça sera des régions fédérées. C'est donc aux ressortissants de chaque région de se mobiliser pour aller développer leur région. Nous avons démontré qu'on n'est pas seulement important dans la région quand on meurt, mais c'est quand on est vivant qu'il faut aller travailler pour la région. Nous venons donc ici vous parler de la région fédérale du Poul. Ah, peuple congolais. Étant ressortissant du Poul, je voulais donc attirer l'attention des ressortissants du Poul. Je ne viens pas ici pour vous détailler tout le travail qui a été déjà fait jusque-là, en ce qui concerne la région fédérale du Poul. Parce qu'il faut savoir que jusque-là, il y a un travail qui se fait. Le travail pour le développement du Poul. Donc je ne viens pas ici pour détailler le travail qui a été fait. Les Congolais du Poul, à travers le monde, sont en train de travailler pour aller développer le pays. Nous vous avons déjà démontré que le peuple du Poul sont prêts pour développer sa région. Mais aujourd'hui, je viens tout simplement pour remercier les Congolaises et les Congolais, en particulier les ressortissants du Poul, ceux qui se trouvent à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Pour venir remercier les associations qui travaillent sur des méga projets de développement de la région du Poul. Nous voulons aussi remercier des associations Les Yeux du Poul, l'association Bana Balepoul et les autres. Vous dire bravo pour le travail méticuleux que vous êtes en train de faire. Je voulais tout simplement dire aux autres Congolais du Poul qui ne sont pas au courant. Les gens sont déjà en train de travailler soit en association, soit individuel pour des projets pour aller développer au pays.
Peuple du Poul, qui se soucie de la région du Poul plus que vous-même? Qui peut reconstruire votre région plus que vous-même? Qui peut faire de cette région une petite Suisse plus que vous-même? Lesquels, pendant le génocide, sont venus s'associer avec vous, peuple du Poul? Vous en aviez des réponses. Alors, n'attendez pas le Messie qui viendra ailleurs. N'attendez pas une quelconque union pour vous aider. N'attendez pas ces alliances-là absurdes qui ne vous apportera rien. Peuple congolais, le développement du Poul est entre les mains du peuple du Poul. Main dans la main, ensemble, nous bâtirons la région du Poul. L'union dont il est question, c'est l'union des enfants du Poul pour développer la région du Poul. Les autres, ceux de la Bouenza, vont s'unir pour développer la Bouenza. Ceux du Niari vont s'unir pour développer le Niari. Ceux de la cuvette vont s'unir pour développer la cuvette. Ceux du plateau vont s'unir pour développer le plateau. Ainsi de suite, ceux de la cuvette ouest vont s'unir pour développer la cuvette ouest. Ceux de la cuvette centrale vont s'unir pour développer la cuvette centrale. Ceux de la Sanga, pareil. Et ceux de la Likwala, pareil. Voilà, peuple congolais. C'est ça, le fédéralisme. Donc, les autres unions dont on vous parle, c'est de l'utopie. Peuple congolais, ne perdez pas votre temps. De toute façon, dans le pôle, les gens sont déjà engagés. On n'en a plus besoin. Parce qu'au moment où il fallait avoir l'union, on ne les avait pas vus. Maintenant qu'il est question que les gens se sensibilisent, se mobilisent pour travailler, le voilà qu'ils reviennent avec des fausses, avec des vieilles politiques qui nous ont miroité depuis. Et quand ils sont au pouvoir, ils se tournent encore contre vous pour dire cette fois-ci, c'est vous qui laverez nos pieds. Non, peuple congolais, cette étape est passée. Rappelez-vous, peuple du Poul, de 1993 à 2000, suite aux multiples guerres qui ont détruit les quartiers sud de Brazzaville, la diaspora a reconstruit les quartiers de Bakongo Makelekele en un temps record. Donc la diaspora a démontré que l'homme du Poul est capable de reconstruire le quartier Brazzaville. Et donc cette fois-ci, de reconstruire encore notre belle région, le Poul. Fini des accords bidons et des alliances de l'unité du Sud inutiles qui sont initiés que pour des fins politiques. Aujourd'hui, avec le fédéralisme, chacun doit travailler pour sa région. Et le Poul, par ses ressortissants, sont déjà en action. Voilà notre coup de gueule qu'on avait à vous dire. Peuple du Poul, on est prêt pour travailler. Et nous sommes dans l'action. Ainsi, nous remercions nos frères et sœurs et des internautes. Hervé Monekene, Bertin Voima, Serge Alain Noël Mwanga, Fradel Binyakounou, Martin Miansangama, Alex Malonga, Archimède Diafouka, Jean-Bertin Kouka, Freddy Loubassou, Anissé Mampuya, Roch Mampuya, Jacques Ntadi, Edouard Diafouka, Eugène Malanda, Alexandre Ludovic Samba, Jean-Lucien Komba, Charles Koumvoama, Azer Missamou, Jérôme Loufoy, Prince Guy Malonga, Brice Loko, Ostiné Makumbu, Christian Baya, Jean Bikuta, Madame Sidonie Salamandi, Grand Joseph Miak, Freddy Loubassou, Rufin Malonga, Pierre Nzitoukulu, Serge Alain Noël Mwanga, Fortuné Mbemba, Apollinaire Singoumas Basseya, Grand Singh, Jean-Baptiste Senghor. Nous voulons aussi remercier tous les ressortissants du Poul à travers le monde, qui se trouvent aux États-Unis d'Amérique, au Canada, au Mexique, au Brésil,
en France, en Allemagne, en Italie, en Pologne, en Belgique, au Royaume-Uni, en Espagne, aux Pays-Bas, en Norvège, en Islande, en Russie, au Japon, en Chine, en Australie, en Afrique. Tenez-vous prêts pour rentrer dans votre région natale, le pôle. Comme tous les Juifs sont appelés à rentrer en Israël. Merci peuple du pôle. À bientôt. À partir de maintenant, à chaque vidéo, nous vous donnerons un proverbe du jour. Aujourd'hui, notre proverbe du jour. On ne peut pas se hisser au sommet d'un arbre sans affronter le tronc. C'est le proverbe de Tékongo. Merci et à bientôt. Beletiba mungo yomfu mulemba kuna lupunga nyumbani zazi tempoka nikutubala ni nyami patana balani baba da musuka tuilani diari yakasa kimpenga kinkanda mingenge yanga mbanza mbodila msengo kimanika kingwala kuengo ntaba mkieme toona to salasani ya inge nakunani ya ipokota talanza pe itudidye tutomono ya bwana ngambulu kitari ngoli balu koko lupebe sisulu nkabi vunguta munswele mafushima ngungu pesa kilubi ngandu kutswa indamba ngwedi retata mugani ambe mafulajeri kwa zandudi adinene mukwiza buyotojo ntanguni tangu bukota kubi atotale keri kwake malengo kari kari mayina manzaza mulenda singa banana lupitu kumalori malaba mankami chinkanda